Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter d'un cas classique d'utilisation de systèmes linéaires en analyse numérique en physique, et qui est la discrétisation de l'équation de Poisson. Donc, en fait, on cherche à résoudre numériquement l'équation de Poisson, hein, donc Laplacien de V égale un terme source. En deux dimensions, V c'est une fonction de x et y, S une fonction aussi de x et y, et donc ça s'écrit comme ça, dérivée seconde par rapport à x de v plus dérivée seconde par rapport à y de v égale un terme source qui est une fonction de x et y. Alors généralement, bien sûr, on a, euh, on a plutôt trois dimensions, ok, mais on peut avoir des cas où on peut utiliser certaines symétries pour se ramener à un système à deux dimensions. Ici, j'utilise un système à deux dimensions simplement parce qu'il est plus simple à formaliser. Donc c'est une équation qui caractérise un régime en état stationnaire, mais ça pourrait très bien être utilisé comme une partie d'une équation dynamique, par exemple une équation de diffusion. D'accord? Et donc tout ce que je vais dire là pourrait être utilisé dans ce cadre-là pour une équation de diffusion, hein. Par exemple l'équation de la chaleur ou l'équation de diffusion de particules dans l'atmosphère, par exemple. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par cet aspect-là, vous pouvez aller voir le projet qu'on n'aura sans doute pas le temps de faire ce semestre-là, mais que j'ai mis en ligne, qu'on avait fait l'année dernière, et qui justement utilise les techniques qu'on a vues en cours, hein, que vous avez vues, et qu'on va voir aujourd'hui, euh, afin d'arriver à la résolution dynamique d'une équation de la chaleur. Euh, voilà, en électrostatique par exemple, on aurait le terme source qui est égal à moins ρ de xy sur epsilon 0, avec ρ qui serait la densité de charge, la densité volumique de charge, et epsilon 0 qui serait donc la permittivité diélectrique du vide. Si vous prenez ça pour votre terme source, eh ben vous allez obtenir l'équation de Poisson électrostatique. D'accord? Donc à titre d'exemple. Alors c'est clair que on n'a pas l'impression que cette équation-là peut être modélisée par un système linéaire. Et en fait, c'est sa discrétisation qui va nous amener à utiliser la formulation de système linéaire pour trouver la solution. Donc on va voir comment ça marche. Il faut aussi se souvenir que cette équation, pardon, elle a une unique solution seulement si certaines conditions limites sont appliquées, hein. Et typiquement pour ce genre d'équation, qu'on appelle équation elliptique, pour ce genre d'équation, donc, on a une solution unique si la solution euh, est déjà définie sur les bords, en fait, de notre domaine. Ok, donc la condition limite qu'il faudra appliquer dans ce cas-là, c'est définir la solution du système sur les bords du domaine. Alors, en réalité, si on fait ça porte un nom particulier, ça s'appelle une condition limite de Dirichlet. On peut aussi avoir une solution unique si on apporte une autre forme d'information au bord du système. Par exemple, si on donne l'information du gradient de V là, enfin la composante normale du gradient de V sur le bord du domaine, si on l'explicite, hein, si on la donne en entrée, si vous voulez, on aura aussi une solution unique. Puis on peut avoir aussi, donc ça s'appelle, pardon, si on donne le gradient, ça s'appelle, sur les bords du domaine, ça s'appelle condition de Neumann. Si on donne directement la solution sur les bords du domaine, ça s'appelle condition de Dirichlet. Et vous pouvez aussi mélanger un peu ces deux approches, et ça va vous donner des conditions mixtes. D'accord? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ces histoires de conditions limites, mais simplement souvenez-vous que pour que cette solution soit unique et qu'elle existe, il faut que il y ait des conditions limites particulières qui soient appliquées. Donc pour l'équation de Poisson, il faut qu'on ait une information sur le potentiel, ok, si on appelle V le potentiel là, sur tout le bord du domaine. Et rien qu'avec cette information-là, on arrivera à calculer le potentiel dans le domaine, d'accord? Grâce au terme source qu'on aura ici. Ok. Et ça va se refléter hein, dans ce qu'on va voir après, dans la discrétisation elle-même, et comment est-ce qu'il faudra approcher le système d'équations. Bon, on verra ça dans une deuxième partie. Euh, donc très bien, donc ce qu'on va chercher à faire, c'est discrétiser l'opérateur laplacien, discrétiser cette partie-là de l'équation. Et pour ça, on va utiliser un maillage de l'espace. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un espace continu, on va se ramener à un espace discret, on va mailler l'espace, on appelle ça comme ça, et donc on va passer
de variables x et y sur R2, si vous voulez, à un ensemble fini de variables xi et yi. Ok. Et on va définir donc tous les xi par cette relation-là, xi plus 1 égale xi plus delta x, et puis on va partir d'un certain x0, si vous voulez, ou d'un certain x1. D'accord. Et puis pour les yi, ce sera pareil. Donc ça, c'est simplement dire que entre xi plus 1 et xi, j'ai juste delta x. Donc le pas de mon maillage selon x, c'est delta x. Et ici, pour les y, le pas de mon maillage selon y, ça va être delta y. Enfin, je vais illustrer ça dans la slide d'après. On va noter aussi Vij, qui sera V de xi, yj, donc la fonction prise sur ce point du maillage particulier, xi, yj, d'accord, de coordonnées xi, yj. Alors faites très attention parce que ça on a l'impression comme ça quand on le note que c'est le coefficient d'une matrice, d'accord, pour un indice de ligne i et un indice de colonne j, mais en fait Vj là c'est pas du tout une matrice, ok, c'est juste un tableau, c'est un tableau de nombres qui nous est donné par le potentiel, donc qui représente pardon le potentiel au point du maillage, quoi. D'accord. Donc souvenez-vous bien, c'est pas du tout une matrice, hein, Vij là, et ça lèvera beaucoup de confusion si vous prenez pas V comme une matrice là. Au contraire, en fait, ça va être un vecteur, hein, bien sûr, puisque ça va être le vecteur solution de notre problème ici. C'est la solution qu'on cherche euh, à déterminer quand on résout cette équation, l'équation de Poisson. D'accord. Donc, comme on va ramener tout à un système linéaire, la solution, ce sera bien V, et ce sera en fait un vecteur. Vous allez voir comment on fait ça en pratique, mais souvenez-vous bien que c'est pas une matrice. Ok. Même si, bien sûr, là, représentée comme ça, elle a deux indices, quoi. Hein, c'est juste écrit comme ça par simplicité pour qu'on comprenne bien ce que c'est Vij, mais très vite, je vais plus l'écrire comme ça. Et Sij, c'est pareil, hein, ça va être la source, donc le second membre de cette équation-là, aux coordonnées xi, yj. Et puis, pour mailler notre espace, on va utiliser nx point suivant x et ny point suivant y. D'accord. Et on peut mailler un peu comme on veut, on peut utiliser différentes sortes de techniques pour ça, mais nous, ce qu'on va avoir un peu en tête, c'est plutôt un maillage cartésien, d'accord, donc comme on voit ici, et régulier, c'est-à-dire que delta x et delta y sont égaux, et on va appeler ce pas-là pour x et y h, d'accord. Comme ça va simplifier un petit peu tout ça, toutes les équations, mais on va quand même garder euh, un peu toutes les choses intéressantes dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc vous voyez, vous avez un pas h ici pour y et un pas h ici pour x. Donc ici c'est l'axe des y et ici c'est l'axe des x. Alors, vous voyez, Vij là, on l'avait défini comme V de xi yj, et V11, du coup, ce sera le potentiel à ce point-là. D'accord. Puisque x1, ça va être ce premier x1, y1, ça va être ce premier point qu'on a ici. Puis, si on prend V12, par exemple, eh ben, ça veut dire qu'on va avoir V à cette position-là. D'accord. Puisqu'on n'aura pas changé l'indice des x, le i, là, et on aura changé de 1 l'indice des y. Puis V13, ce sera ici, V14, etc. Et puis ensuite, si je passe à... Donc ici, j'ai V11, si je passe à V21, je passe ici, d'accord. Donc j'ai augmenté de 1 l'indice i, et donc j'arrive sur ce point-là. Souvenez-vous, donc c'est Vij égale Vxi, Yj, d'accord. Donc I c'est l'indice des x, et J c'est l'indice des y, on va dire. Ok. Donc V21, pardon, ça va être ce point-là. Enfin, ça va être le potentiel en ce point-là. Ici, vous avez Vij, ok, ici Vi plus 1J, ici Vi moins 1J, ici Vi J-1, et ici Vi J plus 1. Ok. Quand on discrétise cette équation de Poisson, on a le choix de le faire à l'ordre qu'on veut. Et si on utilise la méthode des différences finies, donc pour ça vous pouvez aller voir le cours de M. Barbosa qui est associé à ça, et qu'on discrétise à l'ordre 2, on obtient la relation suivante.
D'accord? Donc ça, je peux vous en dire quelques mots. Comment on obtient ça? D'accord? C'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc, en fait, ce qu'il faut voir ici, là, c'est que pour obtenir V i plus ou moins 1, on va en fait prendre, d'après la définition de VIJ, si vous voulez. Donc ici, j'ai juste pas marqué le J, mais il devrait y avoir un J ici. Donc je vais juste l'oublier ici, d'accord? Ça va alléger un petit peu l'écriture. Donc ça va être Vxi plus ou moins delta x, plus ou moins h, comme on l'a appelé là, d'accord? Par définition, on a ça. Donc on a Vi plus ou moins 1 j, c'est égal à Vxi plus ou moins delta x, virgule j, d'accord? La fonction V prise à xi plus ou moins delta x, y, j, d'accord? Donc, pour obtenir ça, eh ben, il faut faire un développement limité. Donc, ça marchera bien si delta x est suffisamment petit. Donc ça va être égal à v de xi plus ou moins delta x dv sur dx en x égale xi, plus delta x2 sur 2 d de x2 en x égale xi, plus ou moins delta x cube sur 6, puisqu'ici au dénominateur, on a c'est factoriel de la puissance qu'on utilise. Donc ça va être d3v dx3 ici, en x égale xi, plus delta x4 sur 24 d4v dx4 x égale xi. Et en fait, pour avoir la discrétisation finale au deuxième ordre, il suffit de s'arrêter ici. Et donc on a ça plus un terme d'ordre 5 en delta x. D'accord? Et là, si je fais vi plus 1 plus vi moins 1, j'obtiens, donc j'utilise cette relation que je viens de construire, je peux prendre donc vi plus 1 ou vi moins 1 ici grâce à cette relation. Je vais obtenir deux fois ce terme-là déjà, parce qu'il intervient de la même manière. Dans les deux expressions, pour vi plus 1 et pour vi moins 1. D'accord? Plus, alors ce terme-là, il va s'annuler, plus 2 fois celui-là. Donc delta x2 d2v sur dx2 en x égale xi. Ok? Plus, celui-là, il va s'annuler aussi, plus le terme en delta x4, là, que je vais écrire en dessous, delta x4, donc sur 12, puisqu'on a fait 2 fois ça, d4v sur dx4 en x égale xi, plus un terme, on va dire du cinquième ordre. Ok? Si ensuite je passe ce terme-là de ce côté-là, alors ce terme-là, je l'ai appelé v de xi comme ça, mais par définition, du coup, ce sera vi. Donc j'aurai du vi plus 1 moins 2vi plus vi moins 1, qui est égal à tout ça, d'accord? Et si je divise le tout par delta x2, c'est ce que je vais faire là, peut-être je vais essayer de faire un trait un peu plus joli quand même, voilà, delta x2,
ça va être égal à la dérivée seconde de v par rapport à x, x égale xi, plus un terme, plus le delta x4 qui sera divisé par le delta x2, là, donc plus un terme d'ordre 2. D'accord? Et donc on aura bien approché cette dérivée seconde par rapport à x au deuxième ordre par ce terme-là. D'accord? Qui lui, effectivement, est discrétisé. D'accord? Donc voilà comment on obtient cette discrétisation-là. Donc bien sûr, ce sera pareil pour y, hein, et on obtient au final cette forme-là que vous reconnaissez maintenant, avec les j là que j'avais un peu oublié dans ma dérivation, et puis le h carré qui représente le delta x, mais donc on a dit que h c'est égal à delta x qui était égal à delta y. Là, vous avez la même dérivation pour la dérivée seconde par rapport à y, et ça c'est égal à un terme source, SIJ. Ok? Alors, pour simplifier un petit peu l'écriture, on peut juste tout multiplier par h carré, donc on va avoir plus de dénominateur ici. On peut donc aussi rassembler les VIJ, là, donc on aura moins 2 VIJ, ça va faire moins 4 VIJ. Donc le tout sera égal à h carré SIJ, donc on aura cette expression-là. Alors pour l'instant, on ne voit pas encore tellement peut-être comment ça va s'écrire comme un système linéaire, mais en fait, on peut tout à fait réorganiser tous les VIJ. Comme un vecteur. Si je reprends, alors je vois que je suis plus en plein écran là d'ailleurs, je vais m'y remettre. Si je reprends ce que j'avais ici là, donc ça on disait c'était le point 1, 1, puis ça c'était le point 1, 2, et puis ça le point 1, 3, etc. 1, 4, etc. D'accord? Puis ça c'était le point 2, 1, puis ça c'était le point 2, 2, puis ça c'était le point 2, 3, etc. D'accord? Le premier indice, ça repère les x, et le deuxième indice, ça repère les y. Et moi, je veux la solution en chaque point. Ok? Donc je pourrais très bien dire, au lieu de l'appeler comme ça, qui est pratique pour voir comment ça se projette sur un maillage, au lieu de l'appeler comme ça, V11, V12, etc., je peux l'appeler V1. Ce point-là, je veux l'appeler V1. Il faut juste que je définisse une sorte de règle, quoi. Ce point-là, je vais appeler V1, ce point-là, je vais appeler V2, ce point-là, je vais appeler V3, V4, V5, V6, etc., jusqu'à VNY, puisque j'ai NY point, selon Y. Et puis après, donc j'ai fait ma première colonne, si vous voulez, hein. J'ai rebaptisé ma première colonne, et après, ici, je vais appeler ça la composante VNY plus 1. Ok? Puis VNY plus 2, puis VNY plus 3, plus VNY plus 4, etc., etc., plus VNY plus NY, donc V2NY, etc., 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 et je vais arriver au dernier point, qui sera VNXNY. Et donc vous voyez que mon fameux tableau, là, je l'ai éclaté en plein de composantes, VK, et de ces composantes, il y en a NX, NY. D'accord? Donc, très bien, bah, comment on fait ça formellement? On dit qu'on rebaptise VIJ en VK, et que K, c'est I-1 fois NY plus J. Si vous prenez I égale 1, ça fait 0, donc tout ça, ça fait 0, et K, c'est égal à J. Donc si I égale 1, K égale J, et là vous voyez que c'est bien le cas, puisque vous aviez en I égale 1, donc toute cette colonne-là, là, vous aviez V1, V2, V3, V4, V5, etc. Donc VJ en fait. Hein. Donc vous avez VK avec K égale J. Et puis quand I devient égal à 2, ça fait 1, donc ça fait NY. Si vous êtes tout en bas là, pour Y égale Y1, ça va faire 1, donc ça va faire NY plus 1, puis NY plus 2, puis NY plus 3, donc ça va faire NY plus 1, NY plus 2, NY plus 3, etc., etc., jusqu'à V NY plus NY, V2NY. D'accord? Donc ça a l'air de bien marcher, hein. Et puis quand I égale NX, d'accord, donc vous avez NX, NY, moins NY, et que J égale NY, donc vous aurez moins NY plus NY, ça va s'annuler, et donc pour I égale NX et J égale NY, vous aurez bien K égale NX, NY.
Ok? En fait, donc ça, c'est une manière biunivoque hein, de transformer le vecteur VK en VJ. Si j'ai K, je peux trouver les I et J correspondants, et si j'ai les I et J, je peux trouver le K correspondant. D'accord? C'est selon cette règle-là. Et on va faire pareil pour le terme source, BK, égale moins H carré SIJ, donc c'est les SIJ là qu'on va rebaptiser SK si vous voulez. Mais on va tout ce terme-là en H carré SIJ, affecté d'un signe moins, d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais bon bref, on va, tout rebaptiser BK. Ok? En fait, on va multiplier tout ça par moins 1, simplement comme ça, le coefficient central, là, il est positif. Bon, on aurait pu garder cette notation-là, hein, mais c'est juste, vous allez voir, ce sera juste un peu plus propre comme ça. Donc on multiplie tout ça par moins 1, ça va faire des moins devant ces coefficients-là, un plus ici, moins un moins, et un moins ici, et ça on l'appelle BK, et ça justement, bah, ce sera une combinaison linéaire de composantes d'un vecteur. Qui dit combinaison linéaire de composantes d'un vecteur dit la multiplication d'une matrice par le vecteur en question. Ce vecteur-là, ce sera le vecteur solution, hein, donc qui contient toute l'information qu'on veut avoir sur V de xi, yj, là, qu'on rebaptise donc vk, avec des k qui vont de 1 à nx, ny. Donc c'est notre vecteur solution, ça, et on aura besoin d'une matrice pour que cette combinaison linéaire soit bien effectuée sur sur les composants du vecteur V, et un vecteur second membre, ici, B. Donc on aura bien un système AV égale B, d'accord? Même si on ne sait pas encore forcément comment écrire A, on sait que comme ça correspond à des combinaisons linéaires de composantes de vecteurs, eh ben ça devrait fonctionner, on devrait pouvoir trouver un certain A pour que ça marche, juste en réfléchissant un petit peu comment on combine les composantes entre elles. Donc on devrait pouvoir écrire le système sous forme AV égale B, et ensuite utiliser les techniques qu'on a déjà vues, donc soit les méthodes directes ou les méthodes itératives, pour résoudre ce système. D'accord? Et dans ces cas-là, on aura résolu de manière approchée l'équation de Poisson. Alors A, justement, si on regarde bien, elle ressemble à ça. Elle a des 4 sur la diagonale. Bah oui, parce que le coefficient central là, en VIJ, il est égal à plus 4. D'accord? Donc pour chaque composante K, en fait, du vecteur V, eh ben, il faudra le multiplier par 4, ok, et ensuite lui ajouter d'autres composantes. Donc à la ligne K, on va multiplier la kème composante du vecteur par 4, donc sur la diagonale de la matrice, il y aura des 4, et puis les autres composantes du vecteur, on va les multiplier par moins 1, et les ajouter à ça. Donc sur les autres diagonales secondaires, là je vais avoir des moins 1. D'accord? Et puis on voit qu'il y a 5 coefficients à combiner. Donc je vais avoir une matrice pentadiagonale, d'accord? Donc une matrice avec 5 diagonales, et le reste, ce sera que des zéros. Donc on voit déjà l'allure qu'elle va prendre, hein, des 4 sur la diagonale, des moins 1 ailleurs, on n'a pas encore regardé trop où est-ce qu'ils allaient se placer, mais tel qu'il y ait 5 diagonales en tout, et des zéros partout ailleurs. C'est une très très grosse matrice, ok, de dimension nxny fois nxny, ok, puisque le vecteur lui-même, là, il a nx et y composantes. Okay, donc ça, c'est une matrice carrée de dimension nx et y fois nx et y, et qui a cette structure-là. On dit qu'elle est creuse, parce qu'elle est surtout remplie de zéros en réalité, hein, par ces 5 diagonales-là, pardon, elle sera remplie de zéros. Ok, alors maintenant, où est-ce qu'on met ces fameux moins 1? On a vu qu'il y avait bien des 4 sur la diagonale, où est-ce qu'on met ces fameux moins 1? Donc on voit qu'il y aura un moins 1 sur le point juste au-dessus. D'accord? Et un moins 1 sur le point juste en dessous. Donc si je reviens là, et que je considère un certain point IJ, là, du maillage, il faudra que j'affecte un moins sur le potentiel que j'ai à ce point-là, sur le VK que j'ai à ce point-là, si vous voulez, et celui que j'ai à ce point-là. Mais VK, c'est celui-là, si vous voulez. Et donc il faut se demander à quel cas ça correspond ce point-là, et quel cas ça correspond ce point-là. Quel cas, dans le sens lettre K, quoi, petit K. Quand on augmente J de 1, on a vu que ça faisait augmenter K de 1 aussi, hein, quand on regarde la discrétisation, le lien entre la relation entre K et I et J, là, quand on fait augmenter J de 1, ça augmente K de 1. Donc,
On l'avait vu hein, quand on avait baptisé le vecteur, on avait dit ça c'est V1, V2, V3, V4, V5, etc. Puis ici c'est Vny plus 1, Vny plus 2, etc. Donc effectivement, quand je monte là directement, j'augmente K de 1. Et puis quand je diminue K de 1 aussi. D'accord? Donc ça c'est Vk, enfin le coefficient Vk il va se trouver là, le coefficient Vk plus 1 ici, et le coefficient Vk moins 1 ici. Donc pour chaque composante du vecteur, quand je vais regarder une ligne donnée de la matrice, j'aurai cette ligne-là qui devra combiner, dont on va prendre le produit scalaire en fait entre cette ligne et le vecteur V pour trouver la composante du second membre Bk. Donc il faudra que j'affecte un 4, il faudra que je multiplie Vk par 4, que je multiplie Vk-1 par moins 1, et Vk plus 1 par moins 1. Okay, donc clairement, il faudra que, si je prends une ligne quelconque là, j'ai mon coefficient diagonal qui vaut 4, il faudra que je multiplie par moins 1 le coefficient juste après, enfin la composante du vecteur juste après, Vk plus 1, si ça c'est la ligne K. Donc la composante du vecteur Vk plus 1 devra être multipliée par moins 1, puis la composante Vk moins 1 du vecteur devra être aussi multipliée par moins 1. D'accord? Donc clairement, là, pour toutes les lignes, ce sera bien ce qu'il faudra faire. Et donc j'aurai une diagonale principale de 4 là, qui sera entourée de deux diagonales secondaires de moins 1. D'accord? Afin de pouvoir réaliser ça là, Vij-1, moins 4 Vij, plus Vij plus 1, d'accord? Pour chacune des lignes du système. Voilà. Maintenant, j'ai aussi ces composantes-là que j'ai pas encore pris en compte. Et celles-là, je les ai pas encore pris en compte parce que c'est un tout petit peu plus compliqué à prendre en compte dans le sens où quand je change par 1 la valeur de i, hein, quand je suis ici par exemple et que je change par 1 la valeur de i mais que je bouge pas la valeur de j, je fais un saut de ny dans K. Hein, on le voit quand on l'écrit comme ça. Donc i, j'augmente de 1 par exemple. Vous voyez que j'aurais fait un saut de ny par rapport à, enfin, mon K, il aura varié de ny. Okay. Donc en fait là, c'est pas le composant juste après, pardon, le coefficient juste après qu'il faudra modifier, enfin qu'il faudra mettre égal à moins 1, ce sera ny casse plus loin après le 4 là. Donc il va falloir que je fasse 1, 2, 3, etc. jusqu'à ny et que ce coefficient-là, je change par moins 1. Donc c'est une diagonale qui est bien plus loin, d'accord, et qui sera comme ça, faite de moins 1. Et si au lieu de me décaler de plus 1 pour i, je me décale de moins 1, eh ben, je vais avoir mon k qui devra être reculé, si vous voulez, de ny aussi. D'accord? Donc j'aurai aussi une autre diagonale là, qui sera remplie de moins 1, à ny case, si je voulais, du coefficient diagonal. D'accord? Et comme ça, j'aurai bien moins 1 fois ça, moins ça, plus 4 ça, moins ça, égale ce que j'ai à la k-ème ligne, pour le vecteur second membre. D'accord? Donc notre matrice, elle va ressembler effectivement à ça, et il y aura ny case entre le 4 et le moins 1, là, ou le 4 là et le moins 1 là, et la diagonale principale sera aussi directement entourée de deux diagonales remplies de moins 1. Alors quelque chose que j'ai passé un petit peu sous silence jusqu'à maintenant, c'est qu'il va falloir implémenter des conditions limites à ce système. Et pour ça, on va en fait modifier un petit peu la matrice A, la matrice du système, et le vecteur second membre B. On va prendre l'exemple des conditions limites de Dirichlet, puisque c'est les plus simples, et on va fixer en fait la solution en i égale 1 et en i égale nx. Si je reviens au maillage là, ça veut dire que je vais fixer ma solution pour V ici, d'accord, sur l'ensemble de ces points là que je suis en train d'entourer, et pour l'ensemble de ces points là, d'accord. Donc en i égale 1, donc tous ces points là, donc i égale 1 et quel que soit j, et pour tous ces points là, donc i égale nx et quel que soit j.
si je fixe ça par des valeurs constantes, tous ces points-là à des valeurs constantes, vous pouvez imaginer que le système, là, en fait, c'est une modélisation d'un condensateur, d'accord, pour lequel j'ai fixé le potentiel à gauche et le potentiel à droite, et donc vous avez le potentiel entre les deux plaques du condensateur qui va être modélisé par l'équation de Poisson, ok, avec une équipotentielle à gauche et une équipotentielle à droite. Enfin, en tout cas, de manière générale, j'impose des conditions limites de Dirichlet, d'abord à gauche et à droite. Et je vais pas trop parler de ce que je vais faire au-dessus et en dessous, mais il faudra faire quelque chose de similaire. Donc voilà. Et ce qu'on va dire, c'est que V1J, d'accord, donc tous ces points qui sont à gauche là, je veux les mettre à un potentiel phi 0. Et tous les points qui sont à droite, donc ce seront les VNXJ, je vais les mettre à un potentiel phi 1. D'accord? C'est ce que j'écris ici. Et je suis obligé de faire ça, encore une fois, parce que quand j'ai écrit la matrice du système, il y a quelque chose que j'ai complètement passé sous silence, mais c'est que, en fait, si vous regardez la première ligne, par exemple, vous avez que la partie droite de la discrétisation. Vous avez que cette partie-là qui commence au 4 et qui fait intervenir des points au-dessus et à droite. D'accord? Parce que pour la première ligne, vous êtes justement sur ce point-là, il n'existe pas de point à gauche et il n'existe pas de point en dessous. Hein, donc effectivement, vous avez que la partie à droite qui est écrite, et du coup, ça, implicitement, ça veut dire que les points qui auraient été à gauche et en dessous, vous les considérez nuls. Donc si vous écrivez votre système comme ça, implicitement, vous forcez des conditions limites nulles sur les bords. C'est pas forcément ce qu'on veut faire. D'accord? Donc ce qu'on va dire, c'est nous qu'on veut un certain potentiel à gauche et un certain potentiel à droite, par exemple. Et donc, comme je disais, une manière de faire ça, c'est de modifier A et B en conséquence. Et pour ça, il faudrait écrire la discrétisation de l'équation. J'ai pas besoin de la réécrire pour ces points sur les frontières, d'accord, sur les bords, parce que je sais ce que ça vaut sur les bords. Ça vaut phi 0. Dans ce cadre de conditions limites de Dirichlet, ce sera un petit peu différent pour des conditions de Neumann, mais si on reste assez simple, les conditions de Dirichlet, on connaîtra la solution sur ces points-là. Donc pas besoin de la calculer. Et par contre, il va falloir que quand j'utilise mon schéma numérique là, mon schéma à 5 points, en ces points ici, il faudra bien que j'ai la bonne valeur pour le potentiel qui soit prise sur le point à gauche. Par exemple, si je le fais sur ce point ici, il faudra qu'ici j'ai la bonne valeur. Donc j'ai phi 0 qui soit appliqué ici. D'accord? Donc sur la deuxième colonne de points, si vous voulez, et la nx-1e colonne de points, on écrira la discrétisation comme ça. Ok? C'est ça qui va permettre à l'information, entre guillemets, des conditions limites de se propager dans le domaine. Donc les points à la deuxième colonne seront affectés par les points à la première colonne, et les points à la troisième colonne seront affectés par les points à la deuxième colonne, qui eux-mêmes ont été affectés par les points qui se trouvent sur la première colonne. Ok. Maintenant, donc pour faire ça, une manière, c'est de forcer ces points-là à être à ce potentiel-là, et il y a plusieurs manières de faire ça, mais une des manières, c'est de dire, sur toute cette partie des ny première ligne de ma matrice, jusqu'à ce que j'ai ce fameux -1 qui arrive là, en fait, d'accord, qui va donc venir travailler sur le point à gauche, quoi. Donc sur ces ny première ligne, je vais mettre que des 1 sur ma diagonale. Ok? Je vais mettre que des 1 sur ma diagonale, ce qui fait que j'aurai juste V1 égale B1, V2 égale B2, V3 égale B3, etc. Et je vais changer B1, B2, B3 en conséquence. Ok? Et comme V1, V2, V3, etc. jusqu'à Vny, je veux qu'il fasse une valeur phi 0, B1, B2, B3 jusqu'à ny, je vais
dire que ça, c'est égal à phi 0. Comme ça, j'aurais bien V1 égale phi 0, V2 égale phi 0, V3 égale phi 0, etc. D'accord? Et ensuite, mon schéma, naturellement, il ira, quand je le calcule sur ce point-là, donc sur la, on va dire, ny plus unième, ny plus deuxième ligne, pardon, et ben, il ira naturellement appliquer un coefficient à ce potentiel-là, qui lui vaudra phi 0. Ok? Donc ensuite, la matrice, on peut l'écrire tout à fait correctement, jusqu'à la nx fois ny moins ny ième ligne. D'accord? Et après ça, on devra faire le même travail sur toutes les lignes d'après. Donc là, je vais réécrire en diagonale que des 1, des 0 partout ailleurs, et qui s'appliqueront donc à cette partie de vecteur, là, c'est une sous-matrice en quelque sorte qui va s'appliquer à cette partie de vecteur. Et donc j'aurai les V, on va dire les VK ici, qui seront égaux aux BK qui sont là. Donc les BK, je vais les changer. Donc après la nx fois ny moins nyème ligne, là, je vais les changer en phi 1. Okay, comme ça, j'aurai bien les VK qui seront égaux à phi 1 en ce qui concerne tous ces points-là. D'accord? Donc ça, c'est une manière de faire. On va regarder ça un peu plus en détail en TP pour appliquer ces conditions limites là. Et en vrai, il faudrait aussi le faire pour les bords en bas et en haut du domaine là, donc ici et là. Et si on fait tout ça, ok, bah on obtient bien un système linéaire qu'on peut résoudre avec toutes les méthodes qu'on a vues jusqu'à maintenant. Et on a appliqué les conditions limites qu'on voulait.